Qu'est-ce que la spiritualité? Comment peut-on la définir? Est-ce une notion philosophique ou religieuse? De quelle manière peut-on la pratiquer? Quel en est l'impact dans notre vie? Quelle différence y a-t-il entre développement personnel et développement spirituel? Bonjour, Salem, je suis Keltoum Berami, l'organisatrice de ce sommet, et je suis heureuse de vous présenter cet événement d'envergure qui a pour mission sincère d'impacter les cœurs. Depuis 2 ans, je suis partie à la rencontre de chercheurs experts et je vais donc vous délivrer plusieurs mois de travail intense, exaltant, parfois stressant, mais tellement inspirant et vibrant. Si vous décidez de vous impliquer à 1000% ces 9 prochains jours, seront sans aucun doute pour vous le début d'une véritable aventure. Prendre ce temps pour vous sera à coup sûr un investissement pour appréhender un avenir plus en accord avec vous-même et vos convictions profondes. Alors, je vous souhaite bienvenue dans cette première édition de l'art de la spiritualité. Nadine Touzeau est une amie et une femme profondément humaine et bienveillante, pleine d'énergie positive. Nadine est net profiler et chercheuse en comportement des cybercriminels. Elle est également conférencière scientifique internationale en neurosciences et elle a aussi développé des théories sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel. Elle a également publié plusieurs articles scientifiques aux États-Unis. Son approche scientifique sur le profilage lui confère la capacité de comprendre et de détecter les manipulateurs. Elle nous explique en quoi le terme de perverse narcissique est incorrect. Elle nous donne aussi les clés pour savoir détecter certains profils se disant spirituels et comment et pourquoi une personne devient manipulatrice. Elle nous donne de précieux conseils pour se protéger des manipulateurs et protéger les plus influençables. Je vous laisse en bonne compagnie avec Nadine Touzeau sur la manipulation et le narcissisme. Bonjour Nadine, merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation pour cette interview sur le sommet de la spiritualité. Je suis vraiment honorée, très heureuse que tu aies pu accepter. Et puis, on va parler un petit peu du narcissisme, de la manipulation. Bonjour Keltoum, eh bien, l'honneur est aussi pour moi, que tu aies pensé à moi, que tu me fasses intégrer dans cet événement que je trouve vraiment très instructif, très intelligent, qui va, je pense, aider énormément de personnes. Oui. C'est tout toi, ça, donc je suis très honorée d'être là pour toi aussi. Merci beaucoup, Nadine. Alors, je vais te poser la première question. Dans cette thématique sur le narcissisme et la manipulation, peux-tu nous définir ce qu'est réellement, en fait, la manipulation, le narcissisme, la perversion? Ont-ils un lien ensemble? Peux-tu nous définir ce que c'est, s'il te plaît? Alors, c'est une question qui est très intéressante parce qu'en France, on a tendance à mélanger pervers, narcissique. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos et je crois même articles scientifiques qu'en fait, un manipulateur, c'est un manipulateur et je vais m'expliquer après pourquoi et quelles sont les différences de manipulation, les formes que moi j'apprécie et que j'ai constatées sur le terrain. Un pervers, c'est quelqu'un qui a tendance à prendre plaisir de faire du mal à autrui, ça peut être physique, moral. La perversion, c'est quand même quelque chose qui est assez poussé, hein, où on va avoir des attitudes et des comportements qui sont quand même très dérangeants, très violents dans les propos, dans les actes. Mais il y a un côté jouissif de la personne qui fait cela. Mm-hmm. Il m'a dit après, narcissique. Alors, narcissique, voilà, je m'aime. Je m'aime et je m'aime que moi. donc, en gros, c'est une personne, tout est centré sur elle, tout est tourné sur elle, tout est orienté sur elle, il y a énormément de valorisation. De nos temps, par rapport aux selfies, par exemple, ceux qui n'arrêtent pas de se prendre en selfie, et encore plus aujourd'hui avec tous les outils et tous les moyens de modifier son image, d'enlever quelques rides, d'améliorer le maquillage ou que sais-je. Bon, là, on est en plein dans du narcissisme, par exemple. Ceux qui ont tendance à faire beaucoup ce genre de choses, se cacher derrière une façon d'améliorer encore leur image pour s'aimer encore plus, pour s'apprécier encore plus, pour X et Y raison, mais en gros, je m'aime. C'est un peu ça, le narcissisme. Donc, ce sont 3 types de profils différents. Alors, sur les manipulateurs, moi, j'aime beaucoup les méthodes anglo-saxonnes.
comme je l'ai expliqué dans quelques vidéos, c'est-à-dire qu'il y a 3 types en gros de manipulateurs. Il y a le manipulateur en soi, dit classique normal, si je puis me permettre l'expression. Et après, on a le manipulateur pervers, donc on rejoint le mot de pervers de tout à l'heure, et le manipulateur pervers à déviance sexuelle. Alors déjà, quand est-ce qu'on manipule? C'est déjà la première question. Oui. Bien, on manipule quand on commence un peu à faire du mal à quelqu'un. Il y a plusieurs formes de manipulation. On va imaginer, par exemple, un de nos enfants qui va aller nous faire des yeux doux pour avoir un tour de manège ou une sucette ou un câlin. Enfin, quoi qu'il n'y a pas besoin de ça, mais pour avoir un câlin. Je veux dire quelque chose, un jouet, par exemple. Bon, ils vont un petit peu nous manipuler de séduction, de charme. Dans la séduction et le charme, il y a un petit peu de manipulation. C'est très anodin et ça doit rester anodin. Donc, ce type de manipulation-là, c'est pas méchant, on fait pas de mal à l'autre, on exprime à travers un comportement l'envie de quelque chose, le besoin de quelque chose, parce que visiblement, on en a d'une part très envie, mais de l'autre côté, en face, on n'a pas bien compris qu'on avait beaucoup envie, en fait. Donc ça, c'est pas méchant, parce qu'on fait pas de mal. À partir du moment où on commence à faire du mal à quelqu'un et qu'on jouit de faire ce mal-là, c'est-à-dire qu'on prend un plaisir fou de faire du mal à quelqu'un, là, on devient manipulateur. Et c'est là où cette méthode anglo-saxonne commence. Elle intègre un process en anglo-saxon que j'adore et que je pratique depuis des années et ça marche très, très bien dans la détection, mais aussi pour soigner, entre guillemets, les gens de ça, parce qu'il faut les nettoyer de ces choses-là. Hein, sinon, ils ne s'en sortent pas bien dans la vie et ils les attirent toujours. Donc là, c'est par exemple, je critique quelqu'un dans le travail et ça me fait plaisir de voir que j'ai fait du mal à cette personne à force de la critiquer. Voilà, c'est ça l'exemple. Là, on est au premier niveau. Quand ça devient pervers, c'est que, par exemple, je disais dans une vidéo, et j'aime bien prendre cet exemple, c'est comme si tu prenais la tête de quelqu'un, tu la mets sous l'eau, cette tête-là, et tu te débats au début. Tu n'es pas bien, tu te débats. Donc, tu ressors, non, je ne voulais pas te noyer. Si, tu voulais me noyer, tu m'étouffais. Mais non. Puis, on recommence, tu finis par s'habituer à voir ce rythme-là, en prenant peut-être sa respiration ou quoi aux caisses, parce qu'on a l'habitude que cette personne nous matraque et surtout, on se remet soi en doute. Oui. Et finalement, oui, je suis peut-être faite pour respirer sous l'eau ou je mérite peut-être qu'on mette la tête sous l'eau et ainsi de suite. Je la fais très courte parce qu'on n'est pas sur une formation de manipulation, mais en gros, c'est ça. Donc là, il y a une forme de perversion de faire du mal à l'autre et d'en être satisfait, d'en prendre plaisir, d'en jouir de cela. Dire, je suis content, j'ai le dessus sur l'autre. L'autre finit par douter de plus en plus, donc du coup, il se relâche et il est moins combatif, mais il est complètement perdu. Il a besoin de savoir qui il est, où il habite, etc. etc. Et la déviance sexuelle, c'est des addictions sexuelles qui sont très poussées, qui peuvent aller vraiment très loin. On parle de satanisme de nos jours, alors que ça existe depuis très très longtemps. Sauf qu'on n'osait pas en parler, eh bien, ce côté, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller sur des serial violeurs, des serial killers, mais qui ont des façons, des pratiques qui touchent, par exemple, aux organes sexuels ou tout ce qui est lié à une féminité, par exemple, ou plutôt le côté viril, même s'il y a très, très peu de serial killers femmes. Donc là, c'est quand c'est lié vraiment le côté sexualité. Donc voilà, en somme, comment je vois les choses. D'accord. Donc, y a-t-il, peut-on dire en fait qu'un pervers en fait est obligatoirement narcissique, le terme qu'on entend tout le temps, qui est devenu dans le langage courant, le pervers narcissique manipulateur. Est-ce que le terme est juste? Alors, pas pour moi. Donc, manipulateur peut devenir pervers. Un pervers peut être narcissique, mais pas obligatoirement. Il peut ne pas s'aimer. Du reste, il ne se montre pas toujours. Il ne se montre certainement pas sous sa vraie image, ça c'est clair. Il peut ne pas s'aimer, il peut agir comme ça parce que justement on lui a appris à ne pas s'aimer ou qu'il n'a pas appris à s'aimer ou que lui-même il a subi des choses qui n'étaient pas très, très sympathiques et qui l'ont rendu ainsi. Mais un pervers narcissique n'est pas obligé, un pervers, pardon, ce qu'on dit en France, même moi je reprends le mot, alors que c'est pas bien, tu couperas là. Là, on coupera. Mais un pervers n'est pas forcément narcissique et quelqu'un de narcissique n'est pas non plus forcément pervers. Oui. On a fait cet amalgame-là en France pour, je pense, faire un peu
En fait, je pense que c'est pour noyer le poisson qu'on a fait ça. Parce que je me rappelle quand j'ai fait ma première vidéo sur les pervers narcissiques, une très longue vidéo avec Silvano Trotta, j'ai eu énormément de retours où les gens me disent « Ah, je comprends mieux la manipulation ». Et en fait, je pensais qu'en France, on, entre guillemets, maîtrisait le sujet de manipulation sous couvert de pervers narcissiques. Et en réalité, c'est complètement faux. Oui. C'est un truc range tout, fourre tout, où les gens sont complètement perdus par rapport à ça, alors que la manipulation, c'est la manipulation. Il y a plusieurs formes de manipulation, et il y en a qui sont dangereuses, mais c'est de la manipulation. Et la perversion, c'est de la perversion, qui peut s'adouber à la manipulation, mais pas forcément. Quand en revanche, une personne narcissique, c'est un trouble du comportement qui n'est pas forcément dangereux, sauf pour l'entourage, parce que tout est centré sur une personne, ça se travaille, ça se soigne, c'est pas très grave ça. La perversion, est-ce qu'elle peut se travailler? Il y a des cas qui se travaillent en effet. Les manipulateurs, par contre, c'est plus compliqué. Aux États-Unis, c'est quand même considéré comme une pathologie psychiatrique où tu vas directement avec les petits nœuds dans le dos dans un asile, hein, ou avec des cachets et tout ça. Ah oui, c'est pas du tout négligé la manipulation aux États-Unis. C'est une vraie pathologie. Juridiquement, il y a des délits qui sont reconnus là-dessus, ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est à l'appréciation d'eux. On considère que c'est pas très grave la manipulation, mais si c'est grave, ça fait des dégâts extrêmement lourds. Bien sûr. Ça cause des dégâts sur la victime qui a besoin justement d'être nettoyée de ça pour éviter déjà de réattirer les manipulateurs pervers, mais surtout se retrouver, savoir qui elle est. Il y a beaucoup d'entraves, je sais plus, par rapport à leur métier, ils savent plus où ils en sont, par rapport à leur vie privée. Il y a des syndromes qu'on retrouve d'ailleurs des femmes battues chez certaines formes de manipulation. Oui. Donc, faut pas du tout sous-estimer cela. Et pourtant, juridiquement en France, on ne peut pas considérer que ce soit estimé, que ce soit, c'est fleuré. Et je pense que si on dit aujourd'hui pervers narcissique, c'est peut-être pour ça, c'est pour éviter de faire des lois et de punir ces personnes-là parce qu'il faut les punir. Oui, je trouve que ta réponse, elle est vraiment très intéressante dans ce sens où, comme si on voulait étouffer en fait certaines pathologies, on peut dire ça comme ça, ou oui. Certains comportements déviants. Mais alors du coup, pourquoi certains profils se disent spirituels? Comment reconnaître en fait certains manipulateurs qui se disent spirituels en ces temps de crise? Pourquoi on peut dire qu'ils sont narcissiques? Alors, on a compris qu'on va basculer vers l'humain. Donc, moi, je l'ai compris depuis pas mal de temps, mais je pense que ça s'est vraiment switché en 2020 et acté en 2021. Alors, des dates précises, certains peuvent se raccrocher à certaines dates, hein, on en a tous plus ou moins. Et certainement les mêmes du reste. Ce qui est important, c'est qu'en effet, de considérer qu'on va vers l'humain. Donc, comment on va vers l'humain? Beaucoup de gens qui se cherchent aujourd'hui, qui ont envie de se valoriser, qui ont envie de mettre en avant, qui sont une lumière, qui sont un maître spirituel, qui sont des guides, des sages, tout ce que l'on veut, vont prendre le créneau comme on prend un créneau business, en fait. Moi, dans mon propre métier, il y a beaucoup de gens qui se disent comportementalistes ou profilers, et non. Et des gens qui disent « Ah, moi aussi, je peux profiler sur photo ». Certains m'ont montré leur travail et je les ai encouragés à vraiment apprendre et à développer leur potentiel pour ne pas juger autrui, par exemple. Et je pense que dans tous les métiers, il y a ce problème-là. Sauf que moi, on est quand même dans un métier de l'humain, comme toi d'ailleurs, et qu'il faut être prudent par rapport à ça, parce qu'il y a à boire et à manger. Les résultats. Moi, je parle toujours de résultats. Oui. Pour moi, ce qui est plus important, ce n'est pas un diplôme, parce que d'abord, ça s'achète, les diplômes. Aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi, depuis pas mal de temps. Puis alors, surtout avec le Covid, c'est des volières, les classes, hein, ce sont des volières. Donc, ça s'achète. Donc, clairement, ce sont que les résultats. Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, je vous transmets tout. Vous pensez être profiler, c'est bien. Ce n'est pas vous qui allez le penser. C'est le terrain qui va le penser pour vous. Et pas une fois, mais plusieurs fois. Si plusieurs fois, vous avez des résultats qui sont corroborants avec les contrôles que vous avez faits de droite et de gauche, donnés par qui de droit, etc., vous êtes profiler. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Moi, je pense que vous pouvez être profiler, mais ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que si on fonctionne en résultat sur quasiment tous les métiers et qu'on diminue beaucoup les diplômes, parce que ça aussi, c'est une forme de manipulation d'avoir créé les diplômes. Bien sûr. Et des diplômes spécifiques par rapport à des métiers, parce que tu n'as pas le droit d'exercer d'autres métiers. Je rappelle que mon métier, les sciences du comportement, ne sont toujours pas reconnues en France. On a plus de 160 ans de retard. Oui, oh là là.
Voilà. Et donc, on préfère casser du sucre sur le dos du profiler qui dérange parce qu'elle est capable de profiler sur image Bien sûr. la personne, que de dire, ah, tiens, ce serait peut-être intéressant de pouvoir créer quelque chose sur les sciences du comportement, même charter s'il le faut. Mais ça sert à quoi de charter? On prend un titre parce qu'on nous donne un titre. Moi, les titres, on les a donnés. Je ne savais pas que je serais ça. On les a donnés. Et je côtoie des gens qui font des métiers un peu à part, toujours dans le parti humaine. Bah, c'est pareil, ils disent, bon, je crois que je suis ça parce que c'est le titre qu'on m'a donné. Mais le travail derrière n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on donne comme titre. Absolument. Même si moi, je fais bien les profils, tu vois. Eh bien, c'est ça, la première chose à voir, c'est le résultat. Donc, si vous avez une personne en face de vous qui vous oblige à, si vous avez une personne en face de vous qui a tendance à vous dire, moi, je sais, j'ai vécu ceci et cela, et il s'est passé ça, vous allez voir, il va vous arriver la même chose. Sur la forme, hein, pas sur le fond. C'est-à-dire que c'est pas de dire vous allez vous éveiller. Bon, ça, oui, ça peut, les gens qui veulent le faire, ok. Mais moi, j'ai rêvé qu'il allait se passer ceci, donc il va vous arriver la même chose. Non, ah non, chacun est différent. Absolument. Donc, en gros, si vous avez tout un... Et puis aussi votre instinct. Laissez parler votre instinct. Plus vous êtes ancré, plus vous êtes centré, plus vous vous aimez, plus vous vous considérez, vous, votre âme, qui vous êtes, plus vous avez l'instinct et tout un ensemble de choses qui sont développées autour de vous. Ben, faites-leur confiance à tout ça, tout ce petit monde-là. Là. Prenez du recul en disant « je ne le sens pas ». Je ne sais pas, il y a un mot, je ne sais pas, il y a quelque chose. D'abord, cherchez à comprendre pourquoi. Donc, n'hésitez pas à reposer des questions et derrière de vous dire bon, ben, je vais suivre mon instinct, je vais prendre un petit peu de recul et on va voir ce que ça donne dans le temps. Et ça, on ne fait pas assez confiance à ça. Ce n'est pas toujours juste, parce qu'il peut être justement entravé, notamment les victimes de manipulateurs, par exemple. Oui. Mais c'est un truc en plus. C'est une chose en plus. Et c'est tout ça ensemble qui fait qu'on va voir qui est vraiment un guide spirituel, qui est vraiment un sage et qui est vraiment un manipulateur, par exemple. Oui, tout à fait. Tu évoques un sujet qui est extrêmement important car en réalité, la représentativité de ce monde est plutôt de mettre en avant justement la performance et puis la raison et de laisser son cœur en fait de côté. Donc, le fait de dire oui, écoutez votre instinct est plus que fondamental aujourd'hui à notre époque. En fait, on a tout fait pour aseptiser les émotions, aseptiser la connaissance de soi, la spiritualité, même la religion, même rentrer tout le monde dans un moule. Oui. Et l'humain est unique. Il y a plus de milliards, 600 millions ou je ne sais plus combien de personnes sur la planète. Même des triplés, des quintuplés, chaque être humain a un profil unique. C'est comme un DNA, un ADN. Il est unique. Oui. Donc, on ne peut pas ranger des gens dans une case, ce qu'on a fait depuis je ne sais plus combien d'années, qui est une forme de manipulation là encore, absolument. Et même de perversion, quand on voit ce que ça aboutit de faire. Là, on est vraiment sur la perversion. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait pour un être humain. On est chacun différent, on a nos propres émotions, nos propres aspérités, nos propres envies, notre façon de vivre, notre histoire, y compris dans nos autres vies. Notre karma, on est doté d'énormément de choses que je pense même, on n'a pas grand-chose, on n'a pas découvert grand-chose de tout cela. Moi, je pense qu'on va encore en découvrir beaucoup et on ne sait pas utiliser toute cette richesse-là parce que tout a été fait pour nous ranger. Alors voilà, tu travailles à telle heure, tu dois mettre l'enfant à la garderie, puis c'est tel type de garderie, et tu dois suivre tel cours à l'école, et c'est toujours les mêmes cours qui sont truffés de mensonges, hein, du reste. Hein. Je dis ça pour ma propre histoire. J'ai découvert que sur Napoléon, on mentait dans les livres d'histoire. J'avais 13 ans. Je vais sur mes 56 ans, moi je ne cache pas mon âge. Donc imaginez, ça fait un bail que j'étudie Napoléon, que je lui suis loyale depuis cette époque-là. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert l'homme qui était à travers ma propre instruction, mes propres analyses, et certainement pas à travers les mensonges des livres d'histoire à l'école. Ouais, c'est vrai. Et tout est comme ça, et tout est comme ça. Donc on nous manipule l'esprit, on nous oblige à rentrer dans des cases, on nous oblige à penser comme ça. Alors pareil. Le libre arbitre, surtout, il faut être dans le politiquement correct. Mais il est où notre libre arbitre ?
Moi, si j'ai envie de dire à quelqu'un, non, je ne suis pas d'accord et ça ne me plaît pas du tout et je vais faire autre chose ou je te propose de faire autre chose, de rentrer en confrontation, c'est ça la confrontation. Ah, mais non, on n'a pas le droit. Mais si, c'est ça la confrontation. Parce que ce n'est pas un conflit forcément. Et quand bien même un conflit, ce n'est pas forcément mauvais non plus. Ça permet de confronter des idées différentes. Eh bien, c'est comme ça souvent qu'on arrive à créer des nouvelles opportunités, de créer des nouvelles choses, des nouvelles pensées, etc. Et on évolue des deux côtés, des trois côtés, et ainsi de suite. On évolue parce qu'on a appris. On a appris sur soi. Tout ça, non, c'est prohibé à l'école, tu fais comme ça, comme ça. Alors là, le comble des horreurs, depuis cette supercherie de pandémie, on met les enfants dans les écoles, dans des cerceaux, dans des cages, dans je ne sais pas quoi. Oh là 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 là. Mais moi, j'aurais un enfant aujourd'hui, c'est très clair, il ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'école. Ouais. Par ces conditions. C'est hors de question. C'est hors de question. Ce que tu décris ressemble beaucoup en fait au contrôle mental. La manipulation des foules, le contrôle mental. Alors, c'est une forme de contrôle mental, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça parce que le contrôle mental est temporaire. Si tu veux, je veux contrôler quelqu'un mentalement, c'est temporaire. Je veux avoir la main mise sur la personne, c'est de génération en génération. Il y a une nuance. C'est-à-dire que le contrôle mental, en plus, tu vas utiliser 1, 2, 3 techniques et c'est un environnement assez clos. Là, c'est mondial. Regarde les publicités. Regarde ce qu'on apprend à l'école. Regarde ce qu'on nous oblige à faire. On est quasiment tous dans le même... Enfin, pas moi, mais ceux qui sont sortis du système ne sont pas dans ce mood-là. Mais tu dois partir en vacances tant de semaines. Et puis, c'est bien de partir tous en même temps. Et puis, c'est encore mieux de faire toujours la même chose. Et puis, tu achètes la même lessive parce qu'on t'a dit sur la télévision que c'est la super lessive du siècle. C'est que de la manipulation comportementale. Depuis des années, nous sommes manipulés comportementalement. Depuis des années. Par tout un tas de systèmes. Je l'ai mis dans mon livre, Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels, qui est la deuxième version, puisqu'il y a eu une première édition qui a été faite est sortie en 2015. Je l'ai mis dans des articles scientifiques. C'est la télévision qui a créé cette manipulation, mais pas à l'origine. À l'origine, c'était plutôt de l'information. C'est par la suite, on a utilisé ça pour commencer à bien orienter et manipuler les gens. Et donc avoir le contrôle, non pas d'une ou d'un groupe de personnes, comme dans des sectes, par exemple, mais de tout un univers. Oui. Ouais. C'est pire. Ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il y a des cultures différentes. Il y a des façons de penser différentes. Oui. Tout le monde n'a pas accès à la télé de la même manière. Pourtant, ils ont réussi à faire certaines choses dans quasiment tous les pays. Et beaucoup se sont détachés. Ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui n'ont plus cette télévision. C'est vrai. Ceux qui aujourd'hui s'en sortent, qui ne sont pas malheureux. Bon, on est peut-être frustrés parce qu'on ne peut pas aller prendre un verre dans un bar, mais ce n'est pas grave, on prend un verre avec des potes ailleurs. Hein. On s'adapte. Et encore, c'est le 1er février aujourd'hui. J'espère bien que la désobéissance civile va reprendre son droit parce qu'en fait, le droit humain est plus fort que la loi. Oui. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit de respirer comme je veux, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de ne pas être manipulé. Oui. C'est un droit. Moi, mon corps ne supporte pas ceci et cela, c'est un droit. Mais si la peur prend le dessus, mais il n'y a plus de droit. Ah non, on a dit qu'à la télé, on a dit que... Tu respires bien sous ton masque? Ah oui. T'es sûr? C'est bizarre, t'es un peu malade. Oui, la manipulation, oui, absolument. C'est la manipulation de l'inconscient collectif, quoi. Heureusement que certaines personnes ne le sont pas. Ça va plus loin parce que pour moi, c'est vraiment lié aussi au comportemental. Tu sais, 80% de la communication environ, peut-être même plus, est non verbale. Oui. Le corps ne ment jamais. Donc, le corps va exprimer un ensemble de choses beaucoup plus que la voix et les mots. Et il a fallu changer aussi ce comportement. Je te dis, ça va très loin. McDo, c'est super. Les premières pubs qui étaient très, très bonnes en comportement, c'est les Américains, c'est McDonald's. Et comment ils ont joué? C'est sur les enfants. Parce que du coup, ils étaient déjà sur une génération d'avance. Oui. La génération d'aujourd'hui est adulte de McDo. Oh là là. Tu vois comment ça fonctionne? Coca-Cola aussi, c'est tous les Américains qui sont très bons sur ce sujet-là. Tous les politiques dans le monde entier, surtout les grands pays, sont tous formés au comportemental pour savoir comment manipuler le peuple. Je le dis depuis des années. De la même manière que je dis depuis des années, ça ne sert à rien d'aller voter. C'est truqué parce que c'est déjà pipé pour avoir la mainmise sur nous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je sais qu'on sort un peu du sujet, mais en fait, c'est ça. Non.
qu'ils arrivent à piper les élections, c'est parce qu'ils savent derrière qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi avec nous, de par le fait que énormément de gens ont été manipulés. Sauf que la pandémie a mis en avant que tous n'étaient pas manipulés et manipulables. Oui, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, justement, quand tu parles de la publicité, et ça avait démarré bien avant, quand il y avait Berners qui voulait, qui avait aidé justement l'État à faire engager des gens pour aller à la guerre, tu sais, au début du XXe siècle déjà, à cette époque-là. Et puis, il y avait Gustave Le Bon aussi qui avait écrit justement La manipulation des foules, etc. Donc, on est en plein dedans. Et du coup, en fait, Nadine, quels sont justement l'impact de ces manipulations dans les familles, dans les couples, la répercussion sur les enfants? Alors, ça dépend déjà. Alors, dans le couple, globalement, même sur les enfants, même sur la famille, hein, je me remets en mémoire un petit peu tout le monde. Globalement, couple, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure avec le syndrome de la femme battue. On va retrouver certaines aspérités. Quand on met sous l'eau et qu'elle finit par s'habituer à ne plus respirer sous l'eau ou à avoir la tête sous l'eau et qu'elle ne se débat plus, concrètement, l'impact, il est extrêmement violent, extrêmement lourd, va souvent arriver à soit un divorce, soit un burn-out, soit ça peut aller jusqu'au suicide. Alors, beaucoup fuient parce que le naturel revient au galop à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, au bout d'un moment, se disent « Mais attends, c'est pas normal ce que je vis, c'est pas, je ne peux pas concéder qu'à un moment donné, je sois aussi mauvaise, que tous les jours, je prenne des reproches, des mots qui ne sont vraiment pas gentils, quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas, quoi que je dise, c'est toujours mal. Si je mets cette robe, je vais m'en prendre… » Alors, je dis plutôt femme parce que c'est plus… les femmes victimes que les hommes. Mais attention, il y a des femmes manipulatrices qui sont très, très fortes aussi. Hein. Ah oui. Mais j'ai vu plus de cas, moi, côté homme. Beaucoup, beaucoup plus de cas de ce côté-là. Statistiquement, c'est ce qu'on dit aussi. Hein. Maintenant, attention, il y a des femmes aussi. Mais bref, il y en a un des deux qui est toujours à prendre cher, entre guillemets, c'est-à-dire que ça ne va jamais. C'est toujours, c'est mauvais, quoi que fasse. Et alors, il y a une espèce de peur qui s'installe, c'est… Alors, est-ce que je mets le sel comme ça? Parce que si je le mets comme ça, il va peut-être me gronder. Est-ce que j'ose faire quelque chose de nouveau? Est-ce que, oh non, vaut mieux que je mette cette robe parce que sinon, c'est sûr, il va me gronder. Puis en fait, ça n'ira pas de toute façon. Et ainsi de suite. Donc, la personne, à un moment donné, elle est complètement perdue, ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'impact, c'est quoi? Les enfants vont voir ça dans la famille. Les enfants vont être témoins de ça. Oui. Donc, ils vont reproduire ces schémas-là indirectement. Ils vont les reproduire pourquoi? Parce que c'est le modèle qu'ils ont sous les yeux. Moi, je dis souvent à mes clients, quand vous cassez ces schémas-là, n'oubliez pas qu'il faut le faire aussi pour les enfants. Pourquoi on a autant de manipulateurs de nos jours? C'est de génération en génération, on les a créés, et donc les enfants, c'est comme tout ce qui se passe avec la pandémie. Hein. Pourquoi aujourd'hui on met les enfants avec des masques et qu'on les entoure de masques, etc. C'est pour faire une future génération de gens complètement lobotomisés, qui seront robotomisés, qui seront plus maîtres d'eux-mêmes et plus des humains. Ouais. En gros, on se dit, on casse maintenant, parce que plus tard, ça va faire ça. Et il va en rester. Hein. Il y en a qui vont rester traumatisés de ça. Ça, on ne va pas tous les sauver, hein, qu'on soit très clair. La manipulation, c'est un peu ça. C'est qu'il y en a eu de plus en plus. Dans l'entreprise, c'est très simple. Dans l'entreprise, tu as une personne, le N-1, le N+1 qui va taper sur le N-1, et le N-1 va taper sur le N en dessous, et puis ils vont finir par taper sur l'équipe, et donc chacun se renvoie l'ascenseur comme ça dans tous les sens. Hein. Moi, quand j'ai vu ça, je dis stop, hein, ça c'est pas. Alors, moi, je joue pas là-dedans. Et donc, c'est chacun manipule l'autre pour savoir comment placer ses idées, obtenir ses augmentations, faire plaisir au calife pour être peut-être aussi plus fort que le calife, et ainsi de suite. C'est de la manipulation. S'il dit non, il sait qu'il va perdre son poste. Oui. Tu vois? Donc, les impacts sont autant dans le monde de l'entreprise que le monde du travail, de la maison, pardon, que dans le personnel, dans la reproduction comportementale, y compris par rapport aux enfants, mais même l'entourage, il va y avoir beaucoup de non-dits, il va y avoir beaucoup de souffrance, beaucoup de stress aussi, des attitudes, des comportements qui ne vont pas être naturels, qui ne vont pas être libres. Et des prises de position, parce que souvent les enfants, s'ils voient beaucoup leur mère pleurer ou leur père être triste, pas être bien,
Ils vont chercher à comprendre ce qui se passe et ils vont prendre position. Donc, ça scinde complètement la famille, ça scinde le couple. Et on se retrouve dans des situations où ça finit de toute façon par une séparation d'une façon ou d'une autre, hein, quelque part. Eh oui, eh oui. Parce que soigner un manipulateur pervers, lui, il a du mal à comprendre qu'il est manipulateur pervers. Pour lui, il est normal. Même s'il sait qu'il fait des choses pas bonnes, il est normal. Moi, je ne soigne pas les manipulateurs pervers, personnellement. Je ne m'en occupe pas. Je ne m'occupe que des victimes. Ouais. Parce que c'est compliqué de faire comprendre à quelqu'un qui a un schéma comme ça ancré. Oui, et puis, c'est une déviance. Hein. Ce sont des déviances psy plus que comportementales. Donc là, on est vraiment, encore une fois, sur une pathologie psychique. Hein. Donc, c'est pas mon domaine. C'est pas du tout mon domaine. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de techniques. Alors, il y en a peut-être hein, pour les soigner, et j'espère qu'il y en a. Mais aux États-Unis, c'est les petits nœuds dans le dos. Hein. Donc, ces enfants-là, il faut casser ce qu'on appelle dans notre métier, on appelle ça casser le schéma. Parce que soigner l'un des deux parents, ce n'est pas un problème, mais il faut penser aux enfants. Parce que les enfants, c'est le modèle, les parents. On n'y pense pas beaucoup. Hein. Comment? Pardon. Les gens n'y pensent pas réellement l'impact sur les enfants. Non, mais je le fais systématiquement parce que quand on fait ça par rapport aux parents, moi, j'inclus toujours les enfants. Je demande toujours aux relations des enfants, quel que soit l'âge. Hein. Ce n'est pas une question d'âge. Même petits-enfants. J'ai même des 4 petits-enfants. Et donc, quand on fait ça, alors, c'est un travail. C'est un travail qui marche très bien parce qu'après, c'est success story en tout. Hein. Je suis libérée, je fais tout ce que je veux, je me ressens beaucoup plus sur moi, j'apprends à mieux me découvrir ou à me connaître et révéler des potentiels et ainsi de suite. Parce que c'est tout le contraire de ce qui se passe sous forme de manipulation, surtout quand ils sont pervers. Surtout quand il y a la perversion. Alors, en plus, ça peut dévier par des coups physiques, ça peut dévier… il y a des fuites qui se font aussi. On peut voir j'ai des cas comme ça, des épouses qui fuient, ils ne savent pas où elles allaient, elles font une valise vite fait, elles prennent les gamins ou pas et elles se barrent. Et là, elles partent même parfois sans les enfants, tellement c'est la goutte d'eau qui les fait exploser. Et elles fuient, c'est des fuites. Quand on voit ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais il faut être très vigilant. Oui, tout à fait. Mais peux-tu expliquer comment, en fait, les gens peuvent être facilement manipulables, ne pas le voir, le détecter tout de suite, ne pas se poser des questions, cet impact qu'il y a sur ces femmes, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour ne pas prendre conscience? Tu as plusieurs questions. Je vais essayer de répondre à toutes. Si j'oublie, tu me reposes après. Alors, détecter un manipulateur n'est pas toujours facile selon le profil. Tu as des profils types qui attirent les manipulateurs. Donc, un manipulateur, ce qu'il a besoin, c'est de quelqu'un de plus brillant que lui. Donc, un brillant en quoi? Ça dépend. Ça peut être le travail, ça peut être le physique, ça peut être l'argent. L'argent, il y a beaucoup de manipulateurs qui aiment l'argent. Ça peut être, je sais pas, il peut y avoir plein de raisons. On se dit, ou quelqu'un qui est une gentille personne qui tient bien son petit foyer, suffit des fois. On se dit, tiens, j'ai ce qu'il faut, et puis voilà. Donc, il se valorise de rabaisser l'autre. D'accord? Donc, il y a aussi un process à comprendre, c'est le triangle de Karpman ou le triangle dramatique, très mal expliqué en France, là aussi. J'ai entendu des trucs, mais non, il faut vraiment étudier la chose. C'est pas du tout, encore une fois, c'est comme les zones de confort. On dit la zone de confort. Non, il y en a 3 qui ont été révélées par des scientifiques. Moi, j'ai même rajouté la 4e dans une de mes théories scientifiques que j'ai développée. Il n'y en a pas qu'une. On ne sort pas de sa zone de confort. Non, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés. Tout ça, c'est typiquement français. Si on va droit au but, allez hop, là, voilà une forme de manipulation pour abrutir les gens. Alors, c'est facile d'assister les gens. Parce qu'on est très fort en France pour ça. T'inquiète pas, tu peux fermer ton restaurant, je te donne tant par mois pour le Covid et tout. Super, je reste chez moi, je suis payé quand même. Voilà. Et personne ne se pose la question de « Attends, tu trouves ça normal? Puis d'où sort l'argent? Puisqu'on est en crise et que tout va se casser la figure, d'où sort l'argent? » Bah oui. Hein? Puis tu trouves ça normal? On dit qu'il faut travailler. Un président qui n'arrêtait pas de dire qu'il faut aller travailler, il faut traverser la rue pour trouver un boulot. Je ne sais pas quoi. Puis là, subitement, il t'assiste. Non, tu toucheras l'argent, tu restes chez toi, ferme ton restaurant. Bon. Oui, c'est incohérent quand même. Hein. Je sais pas. Voilà. Les gens ne se posent pas la question. Il faut réfléchir.
Hein, comme dirait Danny Boone dans un de ses sketchs, réfléchissement Jean-Pierre. Hein. Donc, il faut réfléchir. On a plusieurs cerveaux, on a des tas d'intelligence, il faut les utiliser. Plus on prend le zoom sur quelqu'un, moins ça travaille là-haut. D'accord? Donc, l'assistanat est parfait pour ça. Donc, l'assistanat, c'est un peu tout ce qu'on a expliqué. Vous faites bien votre petit train de vie, puis vous aurez votre petite mutuelle, vous aurez votre petit crédit. Pas toujours avantageux tout ça, hein, mais sous forme de… Oh, puis, si on veut lancer des trucs, on va vous favoriser cela pour que ce soit plus fluide, pour que ce soit bien, pour être sûr de mieux appâter les gens. Plus c'est gros, plus ils signent. Les gens ne réfléchissent pas, mais attends, derrière, il y a quoi? Et donc, il y en a plein qui sont comme ça aujourd'hui, complètement verrouillés. Ah oui. Complètement verrouillés. Ah oui. Et aussi de là, des esprits, de l'esprit, pardon, des intelligences. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne se disent pas, mais c'est quand même bizarre. La pandémie, mais il y a une kyrielle de mensonges depuis le début qui est juste mais faramineuse. Et il n'y en a pas un qui se dit, dans les gens qui ne veulent pas s'éveiller, ben, c'est bizarre quand même, on va nous vacciner, mais il faut garder le masque. Oh, bah ça alors non, explique-moi là. Ça, tout le monde peut réfléchir. Donc, ils se laissent manipuler parce qu'ils le veulent. Parce qu'ils le veulent, oui. Pas tous les profils. Hein. Oui. Il y a des profils qui attirent les manipulateurs, mais là, en cas isolé, qui sont souvent des gens qui ne peuvent pas se rendre compte qu'on puisse faire du mal à l'humain, par exemple. Oui. Il y a d'autres cas, hein, il y a d'autres cas. Mais globalement, c'est ça. Ce sont souvent des belles personnes. Les manipulés sont souvent des belles personnes. Et souvent brillantes dans quelque chose ou plusieurs choses. Bon, ça, je pourrais mettre presque à 90% le curseur là-dessus. Ouais. Mais il y en a qui se laissent manipuler volontairement. Comment dire aux gens depuis des années qu'ils voient la télévision et qu'ils votent pour un homme politique qui doit manager un pays, de leur dire « Mais attendez, c'est juste du mensonge tout ça. On vous raconte que des bêtises. Sortez dans la rue. » Tout le monde a vécu un cas qui a été dit dans une télévision, dans une émission de télé ou un journal télé, de façon totalement différente de ce qu'il a vécu. Tout le monde a connu ça dans sa vie. C'est pas possible autrement. Bon. À partir du moment où là, il y a ça, on peut se remettre en question et se dire, c'est bizarre, tiens, là, finalement, on nous ment peut-être. On a des tas d'intelligence qu'il faut utiliser. Ouais. C'est des tas de potentiels qu'il faut développer. Parce que, par exemple, dans la spiritualité, c'est quelque chose qu'on utilise aussi. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire aussi dans la vie de tous les jours. C'est de se poser des questions. Et vous faites votre propre jugement. Vous décidez vous-même de la réponse, de votre vérité. C'est est-ce que ce que l'on nous dit, ce que l'on fait depuis là, on est en plein dans un cas extraordinaire, hein, parce que c'est le cas du siècle. Hein, c'est vraiment le cas du siècle. Hein. Je crois que c'est même le cas de tous les temps. C'est la plus grosse supercherie qui ait jamais existé. Bon, moi, depuis le début, je l'ai su parce que j'ai eu le brevet de 2003 dans les mains et que comme je suis scientifique aussi en neurosciences, j'échange avec d'autres scientifiques du monde entier, dont un monsieur qui a déposé je ne sais pas combien de brevets, qui m'a décortiqué le brevet que je lui ai envoyé et qui m'a dit « Ah non, là, il y a un problème. » Bon, donc, ça a commencé comme ça. Et après, je me suis dit « Attends, parce que j'ai cru moi aussi au début, je me suis dit ah, il y a peut-être une vraie pandémie et tout. » Puis j'ai tout de suite réfléchi. Et puis, ça a été très vite bâclé. Très vite bâclé, ouais. Toutes les preuves derrière n'ont fait que valoriser tout ce que je pensais, tout ce que je savais, même si j'ai appris des choses et ainsi de suite. C'était dans ma ligne de conduite. C'était dans ce que je pensais. C'était dans ce que tous ces éléments qui me guidaient que non, là, c'est une supercherie, une manipulation monumentale. Et des tas de gens sont tombés dans le panneau et ils sont encore. Mais c'est confortable pour eux. Demain, il faut leur dire… Parce que ces gens-là, quand tu les écoutes, ils disent « Ah mais non, mais je veux revenir à l'ancien monde. Une fois qu'on sera vacciné, on sera à l'ancien monde. » Non, mais il est mort, l'ancien monde. C'est fini. Et heureusement. C'est terminé. Il fallait cette coupure, hein, c'est sûr. Cette cassure même. Dans leur manipulation d'esprit qu'ils ont, eux, ils n'ont pas fait la coupure. Oui. Et ils ne veulent pas faire la coupure. Et tu ne peux pas forcer les gens. Parce qu'ils ont décidé de ne pas réfléchir, parce que peut-être ça les arrange, peut-être que c'est trop violent pour eux. Bien sûr. Il n'y a pas de raisons qui font qu'ils ne veulent pas. Et tu ne peux pas forcer les gens, parce qu'il ne faut pas les forcer. De toute façon, on ne va pas le faire. Non. Nadine, tu disais tout à l'heure en fait qu'il y avait 3 zones de confort et pour toi, il y en a une 4e. Peux-tu nous détailler en fait ces différentes… les 3 déjà, parce qu'on n'en connaît qu'une seule. Tu as 1, 2, 3 ou ABC.
Donc la 1, c'est quand tu es dans l'intimité, ce qu'on appelle l'intimité, où là, tu vas te lâcher complètement. Tu vois le geste que je fais là, tu Oui. vas te lâcher complètement, t'es relax, t'es bien, t'es confort, tout va bien. Donc c'est souvent le couple, la famille ou ton cocon chez toi. C'est ton univers qui est vraiment toi, quoi. Après, tu as celle, on ne voit pas avec la caméra, mais celle, on va dire, qui va au bout de la main. Tu tends la Oui. main. Donc c'est souvent celle du travail, des habitudes de vie, c'est-à-dire que tous les jours, tu vas chercher ton pain, bah, ça peut être ta boulangère. Des choses qui sont récurrentes, en fait, journalièrement ou hebdomadairement. Ça dépend. Mais en gros, c'est ça. Puis il y a l'autre qui est bien au-delà de la main, de la zone de la main, par exemple, tu vas au cinéma, tu rencontres une personne, tu passes un bon moment, tu ne la reverras jamais, mais voilà, c'était sympa. Ou une autre, tu t'enguirlandes parce que, je sais pas, il y a eu un accident ou je sais pas quoi, et vous ne la reverrez jamais. Bon, voilà, c'est la zone 3. Alors, de la zone 3, on peut passer en 2 et 1, beaucoup plus facilement que de 1 en 2 et 3. Donc, c'est souvent ça. Et la quatrième, c'est dans mes travaux de recherche, c'est la partie virtuelle. C'est-à-dire que de l'outil connecté, ton comportement se modifie dans le monde réel et du coup, ton environnement personnel se modifie de la même manière. Bon, alors là, je fais des formations là-dessus. Je ne vais pas en parler là parce que c'est un de mes savoir-faire que j'ai développé et qui en est devenu une théorie scientifique. Donc, j'en ai divulgué 5 théories scientifiques, sachant qu'il y en a encore d'autres sous la coupe. C'est une famille des différenciations comportementales entre le réel et le virtuel. Ah, mais c'est excellent. Hâte de lire ces travaux de recherche scientifique. Donc, d'où le fait que les gens sont plus facilement en fait manipulables, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à qu'ils ne veulent pas s'éveiller, mais c'est un choix aussi. Ça peut être un choix ou pas, mais ils se sont laissés aussi entraîner. Regarde l'outil connecté, puisqu'on en parle. Il faut que tout le monde ait un smartphone aujourd'hui. Si tu n'as pas un smartphone, c'est compliqué pour la plupart des gens. Mais il y en a qui n'en ont pas et qui ont juste un téléphone. Parce qu'à l'origine, c'était pour téléphoner. Aujourd'hui, c'est pour chatter, pour faire plein de choses. Tellement pour téléphoner, pour certains. Bref, c'est un outil qu'on a développé, qu'on a presque imposé. Ça, c'est de la manipulation. Mais tu laisses tous ces enfants qui sont addicts aux outils connectés. On les a complètement déstructurés, détachés de la nature. Oh là Des là. simples. Quand tu regardes, nous, on faisait des jeux de société entre nous, ça nous réunissait dans la famille. Oui. Les gamins, maintenant, GameCube, je dis GameCube, je suis peut-être à la ramasse, j'ai des grands-enfants, moi. Tous les jeux là, sur les téléphones ou ailleurs. Il y a TikTok, Snap. Oui, voilà. En plus, c'est cyberattaquable d'enfer. En plus, ces trucs-là, c'est juste même pas protégé. Bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, on les a désociabilisés aussi par le jeu et l'outil connecté, mais même les adultes. Hein. Oui. C'est effarant de voir. Il y a quelqu'un qui se noie. Bon, on va d'abord filmer avant d'appeler les pompiers et je ne sais, ou même carrément se jeter à l'eau pour aller chercher la personne. À table en famille. Il y a toujours des gamins qui vont jouer sur le téléphone plutôt que d'écouter les conversations, d'échanger, de passer un bon moment ensemble, à se discuter tous ensemble. C'est de l'addiction, ça. Hein. Ça fait partie, là, encore une fois, de mes travaux de recherche et de mon métier. Et c'est de l'addiction. Donc, tout ça, ça a été vraiment créé dans un but de désocialiser. Et aux enfants, tu leur dis, il faut que tu aies ça, sinon tu n'as pas de copain. Et il faut que tu t'habilles de même manière, sinon tu n'as pas de copain. Et ainsi de suite. Et c'est vrai. Parce que la majorité des enfants le rejettent. Tu ne comprends rien, hein, tu n'es pas sur Snap ou sur je ne sais pas quoi. Mais tout ça a été créé pour manipuler les gens. Absolument. Pour complètement les atrophier, pour les empêcher de réfléchir, pour les assister sur un ensemble de choses avec cet outil connecté. Au lieu de se connecter à la nature, justement, se connecter aux choses simples de la vie, le b.a.-ba de ce que l'humain aime et a besoin d'avoir. Ça peut être aussi un cours de cuisine, ça peut être faire des câlins, ça peut être se reposer, méditer, ça peut être lire un livre. Ça aussi, c'est quelque chose. Lire un livre, je ne sais pas moi, tout ça a vraiment été conditionné pour de génération en génération pour en arriver à être des robots humains avant d'être des robots humanoïdes, des futurs mélanges de machines et de chair dans l'avenir. Et oui, alors là, tu nous expliques en fait
c'est une bonne transition par rapport à la prochaine question que je voulais te demander. Est-ce que tu peux nous donner des conseils justement pour nous protéger nos enfants? Comment on peut se protéger des manipulateurs, de la perversion? Alors, se protéger des manipulateurs, c'est déjà savoir si on les détecte ou pas. Oui. Si on les détecte, on peut se former pour ça, se former à s'en protéger, parce qu'ils vont toujours vous chercher, hein, quoi que vous fassiez. À partir du moment où vous vous formez, vous faites en sorte qu'ils s'éloignent de vous, déjà de les détecter et de savoir comment répondre, là, vous serez bien protégés tous. Ensuite, ne pas créer des manipulateurs, c'est de vérifier dans son environnement qu'il n'y en ait pas. Oui, mais est-ce que tu peux, excuse-moi Nadine, je dirais, de l'éducation. Donc tout ça sera coupé là, jusqu'à là. Ok. Oui, je me doute. Ok, alors, les signes pour les détecter, alors souvent, ils sont enjôleurs. C'est-à-dire qu'ils vont vous encenser. Ils vont s'intéresser à votre environnement de façon très précise, à vous enjôler. Il ne faut pas rentrer dans le jeu déjà, pour commencer. C'est pourquoi vous me posez trop de questions, je ne vous connais pas, pourquoi des questions parfois intimes. Ils vont beaucoup, oh, vous êtes beau, oh, vous avez une belle voiture, oh, quel beau métier, oh, je ne sais pas. Bref, tout ce côté enjôleur qui est souvent l'approche du manipulateur. Ensuite, c'est aussi une personne qui va avoir tendance à vouloir toujours vous voir. Mais dans le genre, vous aurez envie de l'inviter comme le meilleur ami de la Terre, en vous disant, mais il est vraiment intéressant, parce que c'est quelqu'un qui va vous montrer qu'il a un fort savoir. Mais quand vous creusez, en fait, il n'y a pas grand-chose. Ou que sur certains sujets. Et il va s'imposer, entre guillemets, dans votre vie. Vous aurez toujours envie de l'inviter comme le meilleur pote des barbecues, pour vous rendre compte au bout de 3-4 fois que finalement, il faut vraiment le sortir de là parce qu'il va pomper les informations de tout le monde. Il va vraiment les pomper. Et il va puiser un ensemble de choses. Et il va se targuer de connaître un tel, comment dire, de savoir faire ceci et cela, de se vanter de ce qui n'est pas. Bref, tout va être du mensonge. Mais pour alimenter ce mensonge, il va chercher à comprendre qui vous êtes pour voir comment mieux rentrer dans vos failles. Oui. Donc ça, c'est propre de tous les manipulateurs. Donc, quand vous voyez ce genre de choses-là, hop, protection, stop. T'entends, pourquoi tu me poses ces questions? Pourquoi il est toujours en train de me tourner autour? Pourquoi, qu'est-ce qu'il est? Il dit qu'il fait, je vais contrôler. Il dit ceci, cela. L'invitez surtout pas tout de suite chez vous, même si vous pensez que c'est la personne la plus extraordinaire qui soit. Prenez votre temps et puis pensez à votre instinct, à oui. vous au fond de vous. Pensez à lui, réveillez-le là. Finalement, quelque part, on a le sentiment qu'une personne se fait facilement manipuler parce qu'elle idéalise, d'après ce que tu dis, un petit peu, c'est pas tes termes, mais on a le sentiment que la personne idéalise un petit peu parce qu'elle est en admiration, plus que de l'admiration envers une personne. Parce qu'elle la flatte. Alors, il y a ça, en effet, il y a un côté d'exagération. Il y a un côté d'exagération, en effet, de la manipulation, de l'encensement. C'est pour ça que j'appelle ça de l'encensement. Mais il y a aussi autre chose, c'est dans la facilité. C'est-à-dire, oh, je vais t'aider, oh, je vais te faire ceci, oh, je vais te faire cela. Tout ce qu'on voit sur la partie de notre société depuis X années, en fait, hein, comment dire, d'assister en fait. Il y a aussi ce côté-là d'assister qui peut également se faire, mais là, on est plus sur une manipulation de masse, le côté assistanat, parce que la manipulation individuelle one-to-one, tu es obligé de mettre plus de moyens pour séduire l'autre, en fait, parce qu'il y a aussi un jeu de séduction qui est très fort. Oui, absolument. Et alors, comment protéger les enfants, les plus faibles, les gens qui sont plus influençables? Très sincèrement, il faut vraiment que les parents jouent leur rôle de parents en fait vis-à-vis des enfants, qu'ils fassent très attention avec qui ils chattent. Il faut vraiment garder une communication, un échange très fort et créer une bonne complicité avec les enfants, parce que les manipulateurs, c'est aussi des pédophiles. Moi, quand on me parle d'enfants, je pense tout de suite à eux. Hein. Et alors, ils sont très très forts en manipulation. Hein. Donc, il faut être extrêmement prudent. Donc, déjà, éviter que l'enfant soit trop sur les outils connectés. Vraiment éveiller l'enfant à des choses essentielles de la vie, qui est le monde terrestre dans lequel on vit, hein, la nature, la faune, la flore, et soi-même.
Qui es-tu, petit garçon? Qui es-tu, petite fille? Quels sont tes potentiels, tes qualités? Quand tu deviendras grand, ceci, cela. Donc, un énorme partage, échange. Reprendre une éducation vraiment très proche des enfants et non pas je le fous devant la télé ou je le fous devant son jeu, comme ça, je suis tranquille. Franchement, je sais que j'ai passé pour une maman dure de dire ce genre de choses, mais Pas du ça tout. ne les empêche pas de jouer. Bon, d'accord. Ça ne les empêche pas de jouer, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais d'équilibrer ça de façon à ce que ce soit d'abord pas beaucoup, parce qu'il y a de l'addiction, et que ce ne soit pas tous les jours, Ouais. et de recentrer vraiment les partages des repas ensemble, des balades ensemble, des films, même voir un film ensemble, même d'échanger, discuter, n'importe quoi, jardiner, si on peut. Je sais pas moi, aller dans un primeur qui est du coin là, qui vend des tomates de son maraîcher, des trucs comme ça, faire poser des questions, faire visiter les choses simples de la vie pour montrer, réveiller en l'enfant ce côté humain, Oui. ce côté connecté à la planète, ce côté terre. Oui. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais Il n'y a pas plus clair, hein. C'est très bien. C'est ça, c'est reconnecter à la vie, quoi. Ouais. Mais reconnecter à la vie. Et il n'y a pas d'âge, hein. Il n'y a pas d'âge parce que je l'ai fait aussi pour un de mes enfants qui est grand, hein, et ça lui a fait énormément de bien. Et du coup, depuis, elle va beaucoup mieux. Ça lui a fait énormément de bien parce que les choses l'avaient orienté autrement. Hein. Ce n'est pas de sa faute. Il ne faut surtout pas incriminer l'enfant. C'est notre responsabilité de parents, et quel que soit l'âge, et surtout de nos jours, surtout avec ce qui se passe en ce moment, d'être rationnel le plus possible et de reconnecter à la vie, à la terre, à qui nous sommes, des êtres humains. Ouais. Et qu'on est fait d'émotions, d'intelligence, de culture, de savoir, de plein de choses. Eh bien, ça ne se réduit pas, et je dis bien réduit, à un outil connecté pour faire je ne sais quoi. Ça ne se réduit pas à un langage non châtié, du reste, diminué. Alors, on va me prendre pour une vieille abrutie, ou une vieille, je ne sais pas quoi, mais je prends bien le mot vieille. Hein. Je voulais dire autre chose, mais bref, vous avez tous compris. Eh bien, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que je sais, par rapport au cas que moi j'ai en face de moi, que c'est ce qu'il faut faire. Parce que si j'étais vraiment une vieille abrutie, je dirais que l'outil connecté, il faudrait complètement le prohiber de notre vie. Non, on ne peut pas laisser de côté les nouvelles technologies, les éléments. Puis c'est pareil, ça développe d'autres intelligences que d'utiliser l'outil connecté. Absolument. Il y a des métiers. Donc, non. Mais pour développer ces performances, justement, même dans ce métier-là, c'est bon de se recentrer à la Terre. C'est très, très bon. Et la Terre, avec tout ce que ça implique, tout, et de se rappeler qu'on a des tas d'intelligences. Il faut regarder les intelligences de Howard Gardner. Alors là, c'est pareil. Il y en a 8. Enfin, à l'origine, il y en avait 9, puis 8 et demi, 8. Donc, il y a 8 familles. Donc, c'est intéressant de les regarder. J'ai aussi proposé la 9e. Encore une de mes théories. Pour comprendre le monde. Bref, donc c'est une de mes théories. Et je pense que c'est très important de se rendre compte qu'on est doté de milliers d'intelligences, et pas que les intelligences scolaires qui va ramener dans le monde économique. Mais des tas d'autres intelligences, dont la spiritualité, dont l'éveil, dont sentir d'autres choses que vous trouverez probablement dans peu de livres, et se laisser porter par ça. Oui. C'est vraiment très, très poignant ce que tu es en train de dire, parce que sans ça, en fait, l'humanité n'est plus dans son origine réelle, en fait, dans sa définition de son origine réelle, quoi. Les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, on est tous liés, connectés les uns avec les autres, et le virtuel, c'est bien, mais c'est pas la réalité, quoi. Donc, écoute, c'est une réalité qui s'est ajoutée en termes de technologie, mais dans laquelle donc, nous vivons dans les deux mondes, mais ce sont deux mondes très différents, et notre comportement est différenciant dans le monde virtuel, mais parfois se reproduit partiellement dans le monde réel, et notamment chez les pédophiles. Et le problème, c'est qu'on donne trop d'importance à ce monde virtuel, et on le considère comme le monde réel pour la plupart des gens, à tort. Oui. Tu parles des minéraux, j'ai oublié également les minéraux, en effet. Donc et on est tous connectés, unis, et on ne fait qu'un quelque part ensemble. Ah oui. Et on est beaucoup plus fort. Absolument. Tout a été fait pour nous dissocier, justement, dans la manipulation. Ça aussi, nous diviser, chacun chez soi, chacun se... J'ai fait une vidéo dernièrement sur les suicides, justement, sur ce sujet-là.
tout a été fait pour nous diviser et c'est purement de la manipulation. L'humain n'est pas fait pour être seul, c'est faux. L'humain n'est pas fait pour avoir un truc sur la bouche, alors que si on nous a construit comme ça, et je suis désolée, c'est qu'on n'a pas besoin de quelque chose sur la bouche, sauf quand on va dans un autre élément qui n'est pas un élément d'air, ou un élément où on ne peut pas, où l'air est trop fort, ou voilà, bon, comme en montagne, ou même dans d'autres, je pense à l'espace, etc., etc. Bon, et s'il faut respecter ça, il faut savoir d'où on vient, comment on a été fait, pourquoi on a été fait comme ça, et ainsi de suite, et rester à réfléchir là-dessus en se disant, mais pourquoi nous enquiquiner? Ça peut être provisoire. Et encore. Enfin, bon, je reviens sur les masques, c'est tellement ridicule que sur la boîte, c'est écrit que ça ne protège d'aucun virus. Ça, oui, on est d'accord. On est d'accord. Écoute, on arrive à la fin de cette interview et vraiment, si c'est pas sur la longueur, il y aurait tellement de questions à te poser encore et à discuter. Et je vais te poser donc une question que je pose à tous les intervenants de ce sommet, de la spiritualité, bien évidemment, qui est en quoi pour toi la spiritualité est-elle un art? Oui, alors c'est une question qui est pour moi qui est difficile, honnêtement, parce que je ne le considère pas comme un art. D'accord. Je ne considère pas la spiritualité comme un art. Je pense qu'on a tous en nous le potentiel de vivre sa propre spiritualité, qu'on peut partager avec d'autres personnes qui pensent la même chose que nous, hein, ou qui sont à peu près dans notre sphère. C'est un énorme plus. C'est un énorme... ça fait partie de nous déjà. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier, qu'on éveille ou pas. Oui. Mais qui nous permet d'être encore plus performants et de découvrir et d'apprendre d'autres choses que justement tout ce qu'on nous a empêché, tout ce qui a été fait pour nous empêcher de le faire. Dans la manipulation, justement, dans l'éducation, etc., etc. Et c'est un puissant fin. C'est aussi personnel, je pense, parce que chacun le ressent à sa façon, chacun le vit à sa façon. On a envie ou pas, d'ailleurs. Il y a des gens qui n'en ont pas forcément envie. Et pour ma part, c'est quelque chose qui, en plus de mon travail, hein, que j'ai mis des années aussi à développer, à découvrir, puisque mon travail est très cartésien et très technique, et que dans ce domaine-là, j'ai du mal à croire que ce soit cartésien et technique pour connaître des tas de gens qui sont éveillés, qui sont de diverses manières, hein, et avec lesquels on échange, on partage, mais un domaine pour moi, mais vraiment d'apprentissage. Vraiment, c'est se laisser porter, d'apprendre, de prendre aussi et de tester, entre guillemets, tout ce qu'on apprend. Là, l'instinct, à mon avis, est très important dans ce domaine-là. Et je ne vois pas ça comme un art parce que l'art, enfin, j'ai une autre vision de l'art, en fait. C'est peut-être le mot, hein, je ne sais pas. J'ai une autre vision de l'art. Pour moi, l'art, je le vois comme la plupart des gens, le côté palpable d'un tableau, d'une sculpture, de quelque chose comme ça. Alors j'ai peut-être cette vision qui est peut-être accrue en ce moment parce que mon prochain livre est sur le profilage de personnes historiques décédées depuis très longtemps ou pas. Et donc, c'est sur des tableaux. Donc, vers une approche tableau différente, en fait. Et aussi sur des masques mortuaires. Donc, du coup, ça m'a fait changer ma façon de travailler, développer des potentiels dans mon métier. Donc, quand je parle d'apprendre, c'est ça. C'est aussi dans mon métier, hein, c'est dans tout. Mais du coup, je vois le tableau différemment maintenant. Et quand tu me parles d'art, moi, je peux l'associer à ça, si tu veux. Mais alors que la spiritualité, pour moi, elle est elle-même. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment lui donner une définition, même s'il y en a. Et elle est propre à chacun. Donc, est-ce que c'est son art à soi? Peut-être pour certaines personnes. Moi, je dis que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une richesse énorme qui nous permet de développer encore plus beaucoup de choses en nous, d'apprendre d'autres choses en nous. Là aussi, pour le coup, parfois un autre univers. Humblement.
Art, pour moi, est vraiment un mot trop… J'ai du mal avec ce mot tel que je le conçois moi, hein. Je ne dis pas que ça n'en est pas un, mais ce n'est pas un mot qui me… Oui. Moi, je ne l'associe pas à ma façon de voir la spiritualité et dans comment je la pratique, comment je la vis, comment elle est en moi. Mais alors, entre parenthèses, justement, comme tu la vis, comment elle est en toi, justement, elle va avoir ses codes, elle va avoir ses normes, elle va avoir sa façon d'être, comment apprendre. Aujourd'hui, étant donné qu'elle se perd, les gens ne savent même plus qu'est-ce que ça veut dire et dans sa définition et dans sa pratique, puisque, par exemple, quelqu'un va dire ah non, non, il m'a fait du mal, il faut que je me venge, je ne retrouverai pas la paix tant que je n'aurai pas, du coup, en fait, eu cette vengeance. Et justement, le pardon qui n'est plus mis en avant, du coup, ça devient, tu vois, quelque part comme un art d'apprendre ça. Donc ça, c'est juste entre parenthèses, hein, je couperai tout ça, c'est un dialogue entre toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, mais du coup… tu devrais garder ça, tu ne devrais pas le couper, tu devrais le garder. Je le comprends. Non, parce que c'est juste ta définition à toi, et puis tu pourras voir dans les autres, si tu auras le temps de voir les autres interventions, leur façon en fait de la définir, mais elle est tout à fait… dans tout ce que tu dis, en fait, finalement, même apprendre est un art, même comment ne pas tomber dans des fausses informations. Pour rebondir sur ce que tu disais, et là, on reprend la vidéo, je comprends cette définition de l'art par rapport au fait de déjà apprendre à pardonner. C'est vrai que c'est très dur d'apprendre à pardonner, mais quand on s'aime soi-même, qu'on est capable de considérer que l'humain est unique. Moi, je suis déjà dans ces niveaux-là. Hein. C'est que on n'a pas à juger autrui. Dans notre métier, on ne juge pas. On est le plus possible dans la neutralité, ce qui est un travail de tous les jours. Ce qui est aussi un travail de tous les jours. Hein. Ah oui. C'est pas facile. Alors bon, maintenant, je commence à avoir bien l'habitude, mais j'apprends encore. Donc, je peux comprendre que ce soit un art à ce niveau-là. Pour moi, ça ne l'est pas. Parce que je pars du principe qu'on n'a pas à juger autrui, qu'on n'est pas plus parfait que les autres. Moi, je ne suis pas arrivée comme ça du jour au lendemain sans faire des bêtises. Mais j'aime pas le mot erreur. C'est soit on apprend, soit on gagne. Je sais que Mandela le disait, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Peut-être d'autres l'ont dit, si on l'a approprié à Mandela, c'est peut-être d'autres qui l'ont dit, mais ça, c'est un mot qui devrait être prohibé du dictionnaire. Il n'y a pas d'erreur. On apprend, on gagne. Donc, à partir du moment où on a ça dans la tête, l'art n'a plus la même dimension parce qu'on se dit, OK, je me suis trompée. C'est que je dis toujours à mes clients, rappelez-vous ou pas, parce qu'on ne peut pas toujours se rappeler, mais quand vous appreniez à marcher, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, vous avez recommencé, et ainsi de suite, et maintenant vous courez, globalement. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas courir, mais bon, globalement. Mais voilà, c'est ça la vie. C'est que c'est de toutes ces expériences, de toutes ces richesses, même négatives, on les transpose justement, tout ça, en positif, en richesse, en plus-value, en quelque chose qui nous permet de grandir de cela. On a le droit de se dire, non, finalement, je vais être rancunier, je vais me venger, et puis je me mets un coup de pied dans le mur, j'ai mal au pied, c'est de la faute du mur. Donc, on se laisse mourir comme ça, entre guillemets, parce que c'est une forme de mort, hein, quelque part, parce qu'on n'évolue pas, on ne se remet pas en question. Oui. Alors, oui, ça peut être un art, je peux comprendre ça. Pour moi, c'est oui, mais je peux comprendre. Mais en effet, il est extrêmement important de considérer que soi-même, on n'est pas parfait, que la vérité n'existe pas, c'est nos vérités à nous, et qu'à partir de ce moment-là, pourquoi juger autrui? Pourquoi se venger? On est qui pour se venger? On est qui, nous, pour se venger? Peut-être que c'est le miroir d'ancienne vie qui vient sur nous de se dire, mais tu as peut-être été ce que lui t'a fait aujourd'hui et que tu détestes. On te fait un effet miroir. C'est pour ça que plus on apprend à savoir qui on est, plus on est ouvert à comprendre qui on est, vers quoi on tend, et sans juger autrui, sans juger soi-même même, donc s'aimer encore plus, y compris son âme et ainsi de suite. Et je pense que peut-être qu'à un moment donné, on n'arriverait pas à cette définition de l'art. Je pense, hein, ça n'engage que moi, encore une fois. Parce que pour moi, l'art, dans ce domaine-là, à la limite, c'est des gens qui vont créer des nouvelles approches spirituelles. Là, je dis que c'est un art. Qui vont avoir découvert quelque chose et te le font partager. Et là, tu te dis, ouh, waouh, c'est quoi ça? Mais savoir pardonner, on peut l'avoir en soi à partir du moment où on diminue son ego
déjà, pour commencer. Bah oui. Si, c'est l'ego, hein. L'ego est vraiment notre pire ennemi, hein, un de nos pires ennemis, qui crée beaucoup de manipulateurs. Mm. Les manipulateurs ont beaucoup d'ego, le narcissisme. Alors là c'est dans toute sa splendeur. Les pervers. Alors là, l'ego, il touche aux trois. Là, on est bon. Ben, si moi, j'ai décidé que je suis le juge, moi, personnellement, la justice des tribunaux, puis je suis bien placé en plus pour le savoir, j'y crois pas. Hein. Avec n'importe quoi, on peut te foutre au tribunal et t'accuser de tout et sans preuve. Et en plus, t'inculper, sans preuve. J'en suis une victime, donc ça, j'y crois pas. Terminé. Depuis longtemps déjà. J'y crois pas. Bon, mais la justice divine, moi, j'y crois. Et elle me l'a prouvé. Oui. Et elle est toujours plus juste et meilleure que ce que nous-mêmes, on aurait pu faire. Alors, pourquoi mettre autant d'énergie à se venger, à chercher à incriminer qui que ce soit, à ne pas pardonner, et ainsi de suite, alors qu'on a sa route à tracer, c'est déjà pas mal, avec tout ce que nous, on a à faire comme travail là, et qu'on n'est pas meilleur qu'un autre. Si on a compris ça, je ne vois pas où est l'art. Après, je comprends que pour certains, ce soit difficile à faire. Dans une société de manipulés, pour moi, c'est logique. Oui, bah, écoute, merci beaucoup pour ton point de vue. On arrive à la fin de cette interview. Je reviens vers toi. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu et que ça plaira à tous tes auditeurs. Oui, alors vraiment, j'aimerais tellement pouvoir continuer à partager avec toi et tu as tellement de choses à nous dire. On a tellement de disciplines aujourd'hui qui vont mettre en place des nouvelles théories, des nouveaux concepts pour pouvoir en fait formater l'humain, formater la représentativité, formater l'ego aussi pour pouvoir dire c'est une norme, c'est ceci, c'est cela. Et du coup, c'est vrai que pour moi, la spiritualité, elle est vraiment une chose qui est fondamentale, qui est magnifique parce que c'est vraiment revenir à son humanité et pouvoir déconstruire justement des nouvelles choses, ne serait-ce que psychologiques et de coaching où on met son ego en avant. Et détruire l'ego pour pouvoir laisser la place, en fait, de vivre nos propres besoins, de vivre notre vie, mais pas de manière, en fait, linéaire, unique, mais de manière horizontale et verticale. Eh bien, justement, pour toutes ces raisons-là, pour moi, c'est un art dans la mesure où je fais ce sommet-là. Et ta vision en fait de cela nous donne une nouvelle approche et une autre réflexion dans ce sommet. Donc, je te remercie vraiment pour ça et je te remercie énormément. L'initiative. Bravo, bravo. Merci infiniment. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger sur d'autres sujets. En attendant, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et d'avoir été présent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez contacter Nadine Touzeau pour bénéficier de conseils et d'accompagnement. Vous pouvez visiter également son site pour plus d'informations et vous procurer son dernier ouvrage que vous trouverez sur Amazon.